Bonsoir à tous. Après ces quelques semaines de pause, c'est pour moi un plaisir de vous parler d'un sujet très important qui est la prévention secondaire des AVC. Alors je me présente, je suis docteur Christina Sarti, neurologue vasculaire au sein de l'unité neurovasculaire de l'hôpital universitaire de Careggi, Florence, en Italie. Alors, pourquoi on dit que ce sujet, c'est un sujet très important ou pourquoi parler de la prévention secondaire? Comme nous le savons tous, l'AVC, c'est vraiment une pathologie récidivante. Si on a un groupe de patients, les patients avec un accident ischémique transitoire sont à risque de faire un AVC constitué. Et ceux ayant déjà fait un AVC constitué sont à risque de récidiver et même à la rigueur faire un infarctus myocardique de mois ou des années après leur premier AVC. Notons que le risque d'infarctus ou de récidive d'un AVC est d'environ de 5% par an, mais ces risques peuvent toutefois aller jusqu'à 30% chez les patients avec une sténose carotidienne significative. Voyons dans ces diagrammes que les récidives peuvent être égales à 25% à 5 ans du premier événement ischémique. Cela est associé à une augmentation de la mortalité, à une augmentation des handicaps et à une augmentation du déclin cognitif. D'où l'importance, comme on vient de le dire, de la prévention secondaire en cas d'un premier AVC ou en cas d'un événement ischémique transitoire. Alors, vous voyez, et ça, c'est une étude de 2024. Et nous pouvons déjà voir comment dans cette étude, chez les jeunes, la survie des patients atteints d'AVC récurrent ou récidivant était nettement inférieure à la survie de ceux qui n'avaient pas eu de récidive de leur AVC. Alors, retenons que le risque de récidive d'un AVC n'est jamais constant dans les temps. Mais comme nous le voyons très bien dans cette étude, le risque d'un AVC est d'autant plus grand que nous sommes proches d'un événement ischémique. On distingue les récidives précoces et les récidives tardives. Et c'est ci-dessous, nous pouvons très bien voir les pourcentages rapportés dans la littérature en ce qui concerne les risques des récidives précoces et les récidives tardives. Alors, quand on a ces deux concepts de la récidive précoce et la récidive tardive, ceci nous amène directement à une prévention secondaire précoce et une prévention secondaire tardive ou à long terme. Débutons par la prévention secondaire précoce. Alors, quand on parle de la prévention secondaire précoce, nous devons connaître les facteurs prédictifs de la récidive précoce. Les facteurs prédictifs les plus connus, c'est le score ABC2D. C'est un score très important dans l'évaluation de l'attaque ischémique transitoire ou AIT. Ce score comprend 5 paramètres dont l'âge, la pression artérielle, et si est supérieur à 140 sur 90, on ajoute un point. La symptomatologie clinique soit caractérisée par un déficit moteur unilatéral, soit caractérisée par un trouble de la parole sans déficit moteur ou autre. Et nous avons également la durée des symptômes ainsi que l'antécédent des diabètes qui font aussi partie des paramètres de ces scores. Alors, ces scores, comme nous l'avons vu, est coté jusqu'à 7 points. C'est un score qui prédit le risque d'AVC dans les 48 heures qui suivent un AIT. Plus le score ABCDD est très élevé, plus le risque de faire un AVC après un AIT est grand. Alors, les risques, comme nous les voyons, est différent dans les temps. C'est pourquoi nous distinguons les risques précoces et les risques tardifs. Alors déjà, en parlant de la prévention secondaire précoce, nous voyons beaucoup plus la phase aiguë d'un AVC en cours. Alors, que pouvons-nous faire pour prévenir la récidive d'un AVC dans la phase aiguë d'un AVC qui est déjà là, d'un événement qui est en cours? Il existe, comme nous voyons déjà, cette étude, cet essai réalisé en 1997
Ce sont des vieilles études, mais qui continuent toujours à nous servir dans notre pratique quotidienne. Ici, nous voyons comment l'utilisation de l'aspirine représente la meilleure prévention dans la phase aiguë d'un AVC. C'est une étude de International Stroke Trial publiée en 1997 et ayant utilisé presque 20 000 patients randomisés. Alors, cette étude ou cet essai nous a fait voir avant tout l'utilisation de l'héparine par rapport au placebo qui conférait bien évidemment une protection certaine mais par conséquent, on avait un risque hémorragique très élevé, si bien que l'héparine en phase aiguë a été bannie de la thérapie pour la prévention secondaire précoce des patients avec AVC. Et de l'autre côté, l'utilisation de l'aspirine par rapport au placebo a conféré une nette réduction avec une réduction des risques relatifs de 28% et du nombre de patients à traiter à peu près de 90 par rapport au placebo face à une absence de différence concernant l'hémorragie ou les risques hémorragiques cérébrales. Alors, cette étude a été répliquée dans une population de patients chinois. C'est l'essai CAST répliqué en 1997. Au cours de cet essai, on a eu à confirmer l'utilisation d'un anti-agrégant plaquettaire comme l'aspirine afin de permettre une réduction importante des récidives dans les cas d'AVC. Une autre méta-analyse récente, très récente même, publiée en 2022, a confirmé ces thérapies anti-agrégants plaquettaires, surtout dans la prévention secondaire précoce des patients avec AVC. Comme nous le savons tous, l'aspirine représente un des principaux anti-agrégants plaquettaires qui est souvent utilisé pour la prévention secondaire des AVC en phase aiguë. Mais outre l'aspirine, il existe d'autres médicaments qui agissent comme anti-agrégants plaquettaires. Ceci nous ouvre donc à une possibilité d'association de ces différents médicaments. Ces différents médicaments peuvent être prescrits de manière isolée, mais ils sont souvent associés du fait de leur mécanisme d'action très synergique. Alors, il existe des études cliniques qui ont démontré comment l'utilisation d'une double anti-agrégation plaquettaire par rapport à la mono-anti-agrégation plaquettaire, donc aspirine seule ou aspirine associée à un autre anti-agrégant plaquettaire, peut être bénéfique, mais particulièrement dans des cas où on a un AVC mineure non cardio-embolique. Quand on parle d'un AVC mineure, on voit les scores NIH qui doit être inférieur à 4 ou dans les cas d'un accident ischémique transitoire à risque élevé dont le score ABCD2 est supérieur ou égal à 4. Et alors, cette étude, c'est une étude chance réalisée en 2013 qui nous a montré que parmi tous les patients atteints d'AIT ou d'AVC mineur, ceux qui étaient traités dans les 24 heures après l'apparition des premiers symptômes, l'association clopidogrel-aspirine était supérieure à l'utilisation de l'aspirine seule pour réduire le risque des récidives d'AVC dans les 90 jours et n'augmentait pas les risques hémorragiques. Et alors, comme vous le voyez, pour les sujets avec AIT à risque élevé, dont le score ABC2D était supérieur à 4 ou ayant un AVC mineur, l'utilisation d'une double anti-agrégation plaquettaire était très efficace car le nombre de patients à traiter était élevé jusqu'à 28. L'étude précédente a été reproduite après lors d'une autre étude Point en 2018. Au cours de cette étude, on a confirmé l'utilisation de la double anti-agrégation plaquettaire chez les patients avec les mêmes caractéristiques, à savoir un AIT avec les scores ABC2D supérieur à 4 ou un AVC mineur non cardio-embolique avec un score NIH inférieur à 4.
Et voyons donc en effet au cours de l'étude POINT comment les patients avec AVC sont inférieurs dans la thérapie d'association dans la double anti-agrégation plaquettaire aspirine et clopidogrel. Cette étude a démontré que maintenir cette thérapie au long cours entraîne un risque de saignement et donc la recommandation actuelle supplie d'utiliser la double anti-agrégation plaquettaire pendant 3 semaines ou si c'est plus, mais pas au-delà de 3 mois. Le maintien de cette double anti-agrégation plaquettaire dans la fenêtre temporale de 3 semaines va entraîner une réduction des récidives et aussi va diminuer les risques de saignement. Une tentative d'associer un troisième anti-agrégant plaquettaire à la double anti-agrégation a fait voir en réalité que ça s'associe à un risque de saignement très élevé. Sur ces, la triple anti-agrégation plaquettaire n'est pas du tout recommandée pour la prévention secondaire des AVC. Ici, on a cet essai international contrôlé en double aveugle dans 674 centres des 33 pays, dans lesquels 13 199 patients ayant subi un AVC ischémique transitoire à haut risque. Alors, dans cet essai, on nous montre l'efficacité d'un autre anti-agrégant plaquetteur qui est récent, beaucoup plus utilisé en cardiologie, qui est le ticagrelor. Ces médicaments pourraient être un traitement antiplaquetteur plus efficace que l'aspirine, surtout pour la prévention des AVC récurrents et des événements cardiovasculaires chez les patients atteints d'ischémie cérébrale aiguë. Dans cet essai portant sur les patients victimes d'un AVC ischémique aigu ou d'une attaque ischémique transitoire, dans cet essai, le ticagrelor ne s'est pas avéré supérieur à l'aspirine pour réduire les taux d'accidents vasculaires cérébraux, d'infarctus du myocarde ou de décès à 90 jours après un AVC. Voyez donc, ceci sont les résultats. Alors, dans cette analyse, il a été confirmé qu'il existe probablement une certaine efficacité du ticagrelor par rapport à l'aspirine, surtout dans l'AVC d'origine athérothrombotique. Et cette hypothèse sera donc confirmée par d'autres études qu'on verra en aval. L'association ticagrelor-aspirine par rapport à la monothérapie celle avec l'aspirine a été testée dans cette étude Thales publiée en 2020. Dans cet essai randomisé contrôlé par placebo en double aveugle, dont 11 016 patients randomisés, où on avait 5 523 dans les groupes ticagrelor-aspirine et 5 493 dans les groupes aspirine. Les patients victimes d'un AVC ischémique aigu non cardio-embolique léger à modéré ou d'un AIT, les risques d'accident vasculaire cérébral ou de décès dans les 30 jours étaient plus faibles avec les ticagrelor-aspirine qu'avec l'aspirine seule. Mais par contre, l'incidence d'invalidité ne différait pas significativement entre les deux groupes. Donc entre les groupes ticagrelor-aspirine et les groupes aspirine seule, et les saignements graves étaient toujours très fréquents. Parallèlement à ce qu'on a vu dans les études antérieures, l'étude Thales également a démontré les bénéfices de la bithérapie ticagrelor-aspirine chez les patients avec AVC athérothrombotique. En outre, il a été observé une réduction significative de l'handicap lié à l'AVC, mais avec un risque persistant toujours de saignement. Dans la prévention de la récidive précoce d'AVC ischémique, retenons que nous avons quelques options telles que l'utilisation de l'aspirine 300 mg ou l'utilisation de l'association clopidogrel 75 mg à l'aspirine 100 mg pendant 21 jours,
dans des cas, dans les cas d'un AVC mineur ou dans les cas d'un AIT à haut risque non cardio-embolique. Et passons donc à la prévention secondaire tardive. L'Association américaine pour les AVC et l'Association américaine de cardiologie, dans leurs différentes recommandations afin de faire une très bonne prévention secondaire en long terme en cas d'AVC, leur première recommandation souligne l'importance d'une bonne évaluation des sous-types d'AVC. Cela veut dire que la pathogénèse de l'AVC est très importante car la prévention secondaire sera différente selon qu'on se trouve en face d'un AVC athérothrombotique, un AVC cardio-embolique ou un AVC lacunaire. Et outre la pathogénèse de l'AVC, il y a les contrôles des facteurs de risque cardiovasculaires et les styles de vie, surtout en changeant les habitudes à risque. Et surtout la thérapie antithrombotique qui vient après. Ces recommandations soulignent également comment les anti-agrégants plaquetteurs et les anticoagulants sont indiqués chez les patients n'ayant pas de contre-indications. Notons qu'il existe d'autres sous-types importants comme la fibrillation auriculaire et les patients avec athérosclérose des gros vaisseaux et ceux avec sténose intracrânienne. Et ensuite, il y a la catégorie de l'AVC liée à la persistance du foramen ovale et une dernière entité de l'AVC embolique cryptogénique. Toutes ces recommandations des classes 1, 2 et les niveaux d'évidence qui nous aident à décider. Les niveaux A représentent des études randomisées et contrôlées. Les niveaux BR représentent des méta-analyses de qualité modérée et vice-versa, jusqu'au niveau C et O qui représentent les pathologies n'ayant pas beaucoup de recommandations ou les pathologies rares. En ce qui concerne les styles de vie ou les modes de vie, les recommandations indiquent d'être attentif surtout à la nutrition en soulignant l'importance d'avoir un régime équilibré, hyposodé chez les patients avec hypertension artérielle, hypoglycémie chez les patients diabétiques. Il y a aussi l'importance de l'activité physique et celle d'éviter les substances telles que l'alcool, l'amphétamine, la cocaïne et les tabacs. Ici, nous voyons les modalités des recommandations du style de vie. Dans ces diapos, nous voyons toutes les modalités des recommandations de l'activité physique, la notion de tabagisme et les modalités de recommandation de l'utilisation des substances. En ce qui concerne les risques, les facteurs de risque cardiovasculaire, nous le savons tous que l'hypertension artérielle représente le facteur de risque le plus important des AVC et sa valeur C en cas d'AVC doit être inférieure à 130 sur 80 mm de mercure. Pour les cholestérols, le seuil doit être inférieur à 100 mg par décilitre et surtout inférieur à 70 mg par décilitre chez les patients athérothrombotiques ou chez les patients à haut risque de maladies athérothrombotiques. Les triglycérides aussi doivent être contrôlés. Pour les patients diabétiques, l'hémoglobine glyquée doit être inférieure à 7%. Retenons qu'il existe d'autres facteurs de risque des maladies neurovasculaires telles que l'obésité et l'apnée obstructive du sommeil. Voyons en détail les recommandations de 2021 publiées par l'Association américaine pour les AVC en ce qui concerne les contrôles des différents facteurs de risque cardiovasculaires. Et ça, ce sont les recommandations concernant l'hypertension artérielle, des recommandations concernant les cholestérols LDL, les triglycérides, les recommandations concernant les triglycérides, les recommandations sur les diabètes et les contrôles de l'hémoglobine glyquée, et
les recommandations sur l'obésité et enfin les recommandations sur l'apnée du sommeil. Comme je le disais dans les diapositives passées, un autre point important par rapport à la prévention secondaire, c'est de comprendre la pathogénie de l'AVC parce que l'AVC ischémique est une pathologie hétérogène. Sur ces, les diverses stratégies de prévention dépendent de la pathogénie de l'AVC. Nous devons donc faire la prévention en se basant sur la cause de l'AVC. Nous savons que l'AVC, surtout ischémique, peut être causé par plusieurs mécanismes. Athérosclérose des gros vaisseaux, cardio-embolisme, la maladie des petits vaisseaux. Les autres étiologies déterminées pouvant être la dissection, les syndromes des antiphospholipides et ensuite nous avons les AVC d'étiologie indéterminée. Cette classification est basée sur les recommandations de l'Association américaine pour l'AVC. Dans cette classification, il est très important de distinguer l'AVC ischémique lacunaire représentant 23% des AVC ischémiques non lacunaires. Celui-ci est subdivisé en AVC cardio-embolique, cryptogénique, athérothrombotique et il y a les autres causes d'AVC non lacunaires. Parmi les AVC cryptogéniques, on a des AVC cryptogéniques emboliques et des AVC cryptogéniques non emboliques. En ce qui concerne la pathologie athérosclérotique, nous pouvons avoir l'athérosclérose des vaisseaux extracrâniens et l'athérosclérose des vaisseaux intracrâniens. Dans l'athérosclérose des vaisseaux extracrâniens, en particulier la carotide, des vieilles études stupident que chez les patients avec sténose ipsilatérale de 70 à 99%, ils seront soumis à une intervention chirurgicale. Cela détermine une réduction extrêmement significative de la récidive de l'AVC. Voyons ici au premier tableau en abscisse les niveaux de significativité. Un bénéfice avec une significativité inférieure est présente quand on se trouve à côté d'une sténose. Chez les patients avec sténose ipsilatérale supérieure à 50% mais inférieure à 70%, nous avons un bénéfice et une significativité très importante. Il y a donc des études NACET et ECST qui stipulent que chez les patients avec sténose allant de 70 à 90%, le nombre de patients à traiter pour prévenir l'AVC était bas, entre 6 à 8. Et les numéros bas, si nous avons une sténose entre 50 et 70%. Selon les recommandations, l'endartériectomie est recommandée chez les patients avec sténose ipsilatérale située entre 70 à 99%. Et cette intervention doit se faire par un opérateur très expérimenté afin de minimiser les complications et les risques péropératoires. Malgré l'intervention chirurgicale, les patients doivent toujours continuer à contrôler ces différents facteurs de risque. Comme nous le savons, actuellement, les sténoses des carotides peuvent être traitées par voie endovasculaire par la pose d'un stent. Mais les patients dont l'âge est inférieur à 70 ans, l'intervention chirurgicale par l'endartériectomie semble préférable au traitement endovasculaire par les stents, à moins que les patients aient un risque opératoire vasculaire très élevé. Alors, dans ces cas, la pose d'un stent sera recommandée par rapport à l'endartériectomie. En ce qui concerne les sténoses des artères vertébrales, retenons que la thérapie médicale demeure jusqu'à ce jour préférable. Les sténoses des artères vertébrales sont toujours traitées médicalement. En ce qui concerne les sténoses intracrâniennes, nous avons des études telles que l'étude WASID, la première étude qui confronte l'effet de la thérapie anticoagulante par rapport à la thérapie anti-agrégant chez les patients avec sténose intracrânienne symptomatique.
Cette étude fait une confrontation entre la thérapie anti-agrégant, l'aspirine, et anticoagulant, warfarine, antivitamine K. Il a été stipulé au cours de cette étude que la thérapie anti-agrégant n'était pas supérieure à la thérapie anticoagulant, mais les patients sous anticoagulants avaient un risque très élevé de mort et d'hémorragie. C'est pourquoi l'indication préférable était celle des anti-agrégants. D'autres études, telles que l'étude Sampris, ont évalué si les stents intracrâniens préférables à la thérapie médicale chez les patients avec sténose intracrânienne significative. Cette étude pratiquement nous fait voir que les patients avec stent intracrânien ont un risque élevé de récidive par rapport à ceux traités avec thérapie médicale. Dans ces cas, la thérapie médicale est une double anti-agrégation plaquettaire au lieu d'une mono-anti-agrégation plaquettaire. Ces deux études, Sampris et Wassid, ont apporté des ajouts à la recommandation actuelle qui nous dit que les patients avec sténose intracrânienne supérieure à 70%, nous avons une indication à traiter ces patients avec une double anti-agrégation plaquetteur pendant 90 jours. Et cette thérapie avec une double anti-agrégation plaquetteur pendant 90 jours est préférable au stent intravasculaire qui est réservé aux patients avec récidive malgré les traitements médicaux. Cette diapositive nous présente un cas particulier sur la dissection des vaisseaux cérébraux. Nous pouvons voir cet aspect radiologique particulier à gauche. Les patients présentant une dissection ont une indication à la thérapie médicale et non une indication à la thérapie endovasculaire. Pour les traitements médicaux, des études et des méta-analyses ont démontré qu'il n'y a pas de différence entre les traitements anticoagulants et les traitements anti-agrégants plaquettaires. Il existe aussi des cas d'autres pathologies responsables de l'AVC telles que les carotides web. Les études sur les web carotides disent que la thérapie doit être anti-agrégante, mais une évidence sûrement pas de première classe dit que nous avons également la possibilité de traiter ces patients avec un stent carotidien. Ou également, à part les stents carotidiens, ces patients avec carotide web peuvent être traités également par endartérectomie. Les patients avec athérosclérose de l'arc aortique responsables de l'AVC ne sont pas soumis à un traitement chirurgical à cause sûrement du risque péropératoire, mais sont traités avec une thérapie anti-agrégante plaquetteur avec un contrôle régulier du LDL cholestérol qui doit être inférieur à 70 mg par décilitre, ce qui correspond au niveau le plus bas des LDL. À présent, parlons de l'AVC d'origine cardio-embolique. Différentes causes de l'AVC d'origine cardio-embolique peuvent déterminer un risque soit élevé, moyen ou faible de l'AVC. Dans les conditions à risque élevé, vraisemblablement, la cause la plus fréquente est la fibrillation auriculaire. Nous pouvons également avoir des patients avec un infarctus du myocarde, une valve mécanique, une sténose mitrale rhumatismale. Dans les risques intermédiaires, la cause la plus fréquente c'est une hypocinésie, une valve biologique ou une insuffisance cardiaque. Tandis que dans les risques faibles, la cause la plus fréquente c'est une persistance du foramen ovale. Mais nous nous concentrerons plus sur la fibrillation auriculaire. Sur toutes les études faites sur la fibrillation auriculaire, retenons que la thérapie la plus efficace est la thérapie anticoagulante. En cas de fibrillation auriculaire, la warfarine ou les anticoagulants directs peuvent être utilisés. Le contrôle des linéaires doit être entre 2 à 3 en cas d'utilisation de la warfarine qui fait partie des antivitamines K.
Cette valeur cible des linéaires réduit de manière considérable les récidives de l'AVC. Comme nous voyons, un linéaire supérieur à 3 augmente significativement les risques de saignement et ainsi les risques hémorragiques. Les anticoagulants directs ont été testés par des études randomisées contrôlées de 2009 à 2013. Nous avons en disposition des dabigatran et l'apixaban en prescription journalière double, les rivaroxaban et l'endoxaban en dose journalière unique. Tous ces anticoagulants ont démontré une supériorité par rapport à la warfarine. Ils ont permis de réduire considérablement les accidents vasculaires cérébraux, les hémorragies intracrâniennes et les mortalités par rapport à la warfarine, avec un risque similaire d'hémorragie majeure, mais un risque accru d'hémorragie gastro-intestinale avec la warfarine. Et donc, chez les patients avec fibrillation auriculaire, la thérapie actuelle est la thérapie anticoagulante. Les anticoagulants directs sont les mieux adaptés parce qu'ils ont un profil de sécurité favorable. Malheureusement, les anticoagulants ne sont pas indiqués chez tout patient parce qu'il existe des patients avec risque hémorragique très élevé pouvant être cérébral ou gastro-intestinal. Mais en cas de contre-indication absolue au traitement anticoagulant, nous avons la possibilité d'une autre stratégie qui est la fermeture de l'oreillette gauche où se trouvent les thrombus responsables de l'AVC dans 90% des cas. Des études ont été effectuées en 2014, dont celle de Preveil et Jama, pour évaluer l'efficacité de la fermeture de l'appendice auriculaire gauche chez les patients atteints de fibrillation auriculaire. Au cours de ces études, il a été démontré que l'occlusion chirurgicale de l'auricule gauche est une alternative très raisonnable au traitement chimique ou médicamenteux par warfarine pour la prévention secondaire des AVC chez les patients avec fibrillation auriculaire. Vous voyez donc que l'effet des deux modalités thérapeutiques sur l'AVC sont presque équivalents. Si nous comparons par rapport à la protection sur l'AVC ischémique, celle-ci est en faveur de la warfarine avec une réduction remarquable des risques hémorragiques. Ces études ont apporté des modifications aux recommandations déjà existantes. Alors, dans les recommandations, le traitement par fermeture chirurgicale de l'auricule gauche a été rapporté à la classe 2B comme un traitement possible en cas de fibrillation auriculaire chez les patients ayant une contre-indication au traitement médicamenteux par warfarine. Alors, la fermeture de l'oreillette peut être faite soit par l'intervention chirurgicale directement ou par voie percutanée. Et la voie percutanée se fait en insérant une structure au niveau de l'appendice de l'auricule dans le but de l'exclure de la circulation. Passons donc à la prévention secondaire de l'AVC liée à la persistance du foramen ovale qui est présent presque dans un tiers de la population. Et cette étude a sélectionné les patients chez qui le foramen ovale est pathogénique. Cette étude de 2017 stipule que la fermeture du foramen ovale par rapport au traitement médicamenteux détermine une nette réduction des récidives de l'AVC à long terme. Alors, ceci sont des résultats des méta-analyses qui montrent que la fermeture du foramen ovale en cas d'AVC est supérieure par rapport à la thérapie médicamenteuse. Ceci sont des résultats particuliers pour les patients ayant une anatomie du foramen ovale à haut risque, c'est-à-dire les patients avec shunt important, associés à un anévrisme du septum interauriculaire. Ceci sont donc les différentes recommandations. Il existe certains cas particuliers. Par exemple, les patients thrombophiliques doivent bénéficier d'un traitement anti-agrégant plaquettaire. Chez les patients ayant un syndrome des anticorps antiphospholipides,
Il y a une indication des traitements anticoagulants toujours. Les vascularites auto-immunes responsables de l'AVC doivent être traitées toujours avec un traitement immunosuppresseur. Ce traitement immunosuppresseur consiste à un traitement initial avec les corticoïdes suivi d'un immunosuppresseur. Pour les formes infectieuses des vasculopathies, les traitements pour l'infection sous-jacente virale, bactérienne est toujours associé avec l'aspirine aux patients avec AVC ischémique ou AIT. S'il s'agit d'une vasculopathie à VIH, on associe toujours à l'aspirine un traitement antiviral. En ce qui concerne les patients n'ayant pas un AVC cardio-embolique chez qui la cause spécifique n'est pas déterminée, ils doivent être mis sous antiagrégants plaquettaires tels que l'aspirine, soit diclopidogrel, soit l'association aspirine-dipyridamole. Plusieurs études sur l'utilisation de l'aspirine en prévention secondaire se sont avérées raisonnables avec une réduction importante des récidives. L'aspirine réduit donc de 22% les risques de récidive et il n'y a pas de différence entre un dosage élevé d'aspirine. Sur ce, la dose d'aspirine raisonnable et recommandée varie entre 81 à 325 mg. Le clopidogrel n'a pas démontré une supériorité comparativement à l'aspirine qui est toujours supérieure au clopidogrel. Le dipyridamole associé en particulier avec l'aspirine est efficace, mais peu toléré car il s'associe souvent aux céphalées et les patients ne l'acceptent pas. Et il existe toujours des possibilités de combiner, surtout chez les patients avec maladie cardiovasculaire stable, de combiner l'aspirine avec des petites doses de rivaroxaban. Surtout chez les patients chroniques et un risque élevé de pathologies athérosclérotiques, par exemple les coronaropathies, les artériopathies oblitérantes des membres inférieurs. Et cette association offre des données mécanismes vérifiants dans l'activation plaquettaire et détermine soit une activation ou une agrégation entre les plaquettes. Et cette étude a montré que l'association aspirine et rivaroxaban est plus efficace et plus adaptée par rapport à l'aspirine sel et au rivaroxaban sel en prévention secondaire de l'AVC. À cet effet, nous pouvons donc avoir une stratégie dans la phase aiguë et une stratégie dans la phase tardive. Souvent, malheureusement, l'AVC survient chez les patients déjà sous anticoagulants. Retenons qu'il n'existe pas encore des études qui nous disent que l'effet de passer d'un antiagrégant à un autre soit associé à un risque successif de récidive. Alors, quelle est la conduite à tenir en cas de récidive? Que devons-nous faire? Car il y a vraiment une possibilité que quelques patients présentent toujours une résistance à l'aspirine. Dans ces cas, retenons qu'il est très important de réévaluer la physiopathologie et de bien rechercher la pathogénie de notre AVC. Le dernier argument à traiter sera l'AVC cryptogénique. Comme nous le savons nous tous, environ 20 à 30% des patients demeurent sans cause évidente de leur AVC. Alors, parmi l'AVC cryptogénique, notons qu'il existe un sous-groupe des AVC à caractère embolique. Cet AVC à caractère embolique est appelé EXUS ou AVC embolique d'origine indéterminée. Il est caractérisé par un AVC détecté par un scanner ou une IRM qui n'est pas lacunaire, par l'absence d'athérosclérose extracrânienne ou intracrânienne responsable de plus de 50% des sténoses luminales dans les artères qui alimentent la zone d'ischémie. Il est aussi également caractérisé par l'absence de sources cardio-emboliques majeures à risque d'embolie
et l'absence d'autres causes spécifiques de l'AVC identifiées. Dans les exous, nous avons plusieurs causes, éventuellement la fibrillation auriculaire paroxystique, mais également les néoplasies, l'athérosclérose non hémodynamique et tant d'autres causes. Des études ont évalué l'efficacité de l'anticoagulant par rapport aux antiagrégants plaquetteurs chez tous les patients avec un AVC embolique de causes non déterminées. Ceci sont les deux premières études sur les exous, dont Navigate EXOUS et Respect EXOUS. Les résultats escomptés étaient malheureusement négatifs, car nous voyons dans les diagrammes qu'entre l'aspirine et le rivaroxaban, il n'y a pas de différence dans la récidive de l'AVC. Et nous voyons que pour les deux traitements, le risque hémorragique est très élevé et il n'y a pas de bénéfice en ce qui concerne soit l'utilisation du dabigatran ou de l'aspirine. Alors, voyons cet essai, c'est l'essai Arcadia, avec comme objectif de déterminer si l'apixaban réduit les risques d'accident vasculaire cérébral récurrent par rapport à l'utilisation de l'aspirine à faible dose. Cet essai a été réalisé chez les patients présentant un AVC ischémique cryptogénique et des signes de cardiopathie auriculaire, mais sans fibrillation auriculaire. Alors, l'hypothèse principale de cette étude était de déterminer la supériorité de l'apixaban par rapport à l'aspirine dans la prévention des récidives chez les patients avec EXOUS et cardiopathie atriale. La cardiopathie atriale était définie par des altérations, premièrement par des altérations spécifiques électrocardiographiques, soit une dilatation de l'oreillette gauche et les taux de pro-BNP élevés, soit supérieurs à 250 picogrammes par millilitre. Mais cette étude n'a pas démontré une différence significative dans Cette étude n'a pas démontré une différence significative dans la prévention. Comme l'étude précédente, l'étude de Atticus n'a pas démontré une différence significative dans l'utilisation de l'apixaban comparée à l'aspirine chez les patients avec cardiopathie. C'est pourquoi en cas d'AVC embolique de cause non déterminée, le traitement anticoagulant direct n'est pas recommandé pour prévenir les risques de récidive. Comme le traitement anticoagulant n'est pas recommandé pour éviter les risques de récidive, les patients doivent être alors traités avec un traitement anti-agrégant plaquetteur. Alors, ceci sont les recommandations en cas d'AVC embolique de cause non déterminée. En conclusion, pour la prévention secondaire des AVC ischémiques, retenons qu'il est très important de travailler en équipe et que l'AVC, surtout la partie de la prévention secondaire, ouvre des énormes opportunités de recherche. L'AVC est une maladie avec impact social très élevé et qui a toujours une relation très étroite entre la pathogénèse, la physiopathologie et la récidive. Alors, nous sommes déjà à la fin de notre présentation et je vous remercie pour votre particulière attention. Au cours de cette deuxième partie, je suis là. Si vous avez des suggestions ou des préoccupations par rapport à la présentation, je suis là pour répondre et pour vous éclaircir.